Bonjour, c'est Dr Nubali, maître assistante au CHU Babeloued. Donc, on va vous parler des tumeurs bénignes de l'ovaire. Voilà, donc il faut savoir que c'est un motif de consultation qui est très fréquent en gynécologie obstétrique. Donc, dans ce cours, nous avons exclu les ovaires polykystiques, les tumeurs malignes et les tumeurs borderline. Donc, on va les voir dans un autre chapitre. Vous avez environ 5 à 10% des femmes auront une tumeur ovarienne au cours de leur vie et il s'agit le plus souvent d'un kyste ovarien bénin. De nature organique ou fonctionnelle, donc 14 à 18% des femmes ménopausées et 7% chez les femmes asymptomatiques en période d'activité génitale. Alors, comme définition, c'est un processus prolifératif bénin dont la croissance n'est pas directement liée à un dysfonctionnement hormonal, c'est-à-dire il n'est pas en rapport avec un dysfonctionnement hormonal. L'évolution est généralement favorable, ne métastase pas, ne récidive pas après exérèse totale. Alors, cette définition des tumeurs de l'ovaire élimine le lutéum de la grossesse, les kystes fonctionnels folliculaires et les kystes de corps jaune qui sont liés à un dysfonctionnement hormonal et qui disparaissent spontanément. Les kystes fonctionnels, alors, donc la définition des kystes fonctionnels, ils correspondent soit à des gros follicules en période préovulatoire ou anovulatoire de plus de 30 mm. Alors, il faut savoir que dans le cycle menstruel, vous avez la phase folliculaire et vous avez la phase lutéale. Donc, pendant la phase folliculaire, vous pouvez avoir un kyste fonctionnel. C'est un follicule qui persiste dans le diamètre supérieur à 30 mm. Et aussi, pareil, dans la phase lutéale, vous pouvez avoir la persistance donc, la persistance kystique du corps jaune. Et ils disparaissent dans 90% des cas en quelques semaines. Avant, on bloquait l'ovulation pour les faire disparaître, mais on ne fait plus. C'est l'expectative, c'est l'abstention thérapeutique. On renvoie la patiente donc 3 mois. Et s'il y a persistance de ce kyste, donc il faut penser à un kyste organique. Voilà. Ils constituent les kystes les plus fréquents avec une prévalence de 20% chez les femmes en activité génitale. Donc, on va faire un petit rappel sur l'anatomie de l'ovaire. Donc, vous avez là l'ovaire, vous avez les follicules secondaires, vous avez les corps fibreux, vous avez la zone corticale, le follicule de De Graaf, vous avez le hile de l'ovaire. Il faut savoir aussi que dans 90% des cas, les kystes de l'ovaire ils vont se développer à partir de l'épithélium, du revêtement épithélial de l'ovaire. Voilà. Donc, alors, le rappel histologique, vous avez l'ovaire est un organe qui est complexe, de nombreux types cellulaires différentes, les cellules de la lignée germinale, les cellules TK, les cellules stromales du tissu conjonctif et les cellules épithéliales du mésothélium recouvrant la surface de l'ovaire. Sa richesse tissulaire explique la grande variété des tumeurs sur le plan histologique, physiopathologique et pronostic. Donc, vous avez les différents constituants de l'ovaire vont donner les différents types histologiques donc des tumeurs ovariennes. Alors, vous allez le voir dans la classification de l'OMS, vous allez voir les tumeurs épithéliales, vous allez voir les tumeurs du stroma et des cordanes sexuelles, c'est les hormonosécrétantes, et vous allez avoir les tumeurs germinales dérivant de l'ovocyte. Comme le montre cette classification, alors vous avez les tumeurs des cellules épithéliales, donc c'est-à-dire celles qui vont se développer du revêtement épithélial. Donc elle représente 90% donc des tumeurs de l'ovaire, tumeurs bénignes de l'ovaire. Vous avez les plus fréquentes aussi, c'est les séreuses. Après, vous avez les mucineuses, les endométrioïdes, la cellule claire, les cellules transitionnelles. Elles sont beaucoup moins fréquentes. Vous avez aussi donc les cellules germinales. Dans 3 à 5% des cas, vous avez donc les plus fréquentes, c'est les tératomes matures. On les appelle aussi donc les kystes dermoïdes. Je pense que vous connaissez tous les kystes dermoïdes. Vous avez donc le stroma et les cordanes sexuelles. Vous avez 2 à 3% des cas. C'est les fibromes, les fibrotécomes, c'est les fibromes de l'ovaire, c'est des tumeurs bénignes. Vous avez les tumeurs de la granulosa, c'est une tumeur qui est sécrétante, elle sécrète des oestrogènes. Tumeurs à cellules de Sertoli-Leydig aussi, ou les arénoblastomes, c'est des tumeurs bénignes de l'ovaire qui sont peu fréquentes, on ne les rencontre pas souvent.
Alors, les circonstances de découverte, le plus souvent, c'est une découverte fortuite au cours d'un examen gynécologique systématique ou lors d'une échographie, voire d'une célioscopie dans le cadre d'une infertilité ou découverte pendant la surveillance d'une grossesse débutante. Alors, il faut savoir que pendant la grossesse, quand la patiente, elle consulte au cours de la grossesse et vous trouvez un kyste qui a tous les caractères de bénignité, ça correspond à un kyste fonctionnel. Il ne faut pas le toucher avant 16 semaines parce qu'il va disparaître spontanément. Il faut le revoir, c'est-à-dire revoir cette patiente au-delà de 16 semaines s'il persiste. Donc, il faut l'opérer sauf s'il y a une symptomatologie, c'est-à-dire torsion d'annexe ou une urgence chirurgicale. Alors, on peut aussi, donc, après la palpation d'une masse latéro-utérine lors d'un examen clinique, l'ovaire, il faut savoir qu'une masse ovarienne, elle devient palpable quand elle augmente de volume. Car comme vous le savez, donc la tumeur, l'ovaire, il baigne dans la cavité péritoniale. Donc il prend tout son temps pour se développer. Donc la tumeur, elle devient palpable après un certain volume. Elles peuvent aussi, cependant, parfois être responsables de signes fonctionnels que, par exemple, une gêne, une pesanteur pelvienne, douleur pelvienne, augmentation de volume de l'abdomen, des troubles du cycle, dysménorrhée, spanioménorrhée, voire aménorrhée, plus rarement des métrorragies, des signes de compression vésicale ou rectale quand la masse elle est importante. Elles sont parfois révélées par une complication douloureuse telle qu'une torsion, une rupture, complications retrouvées en dehors ou pendant la grossesse. C'est des urgences chirurgicales, ça donne un tableau donc d'abdomen chirurgical. Alors, à l'examen clinique, l'interrogatoire, il faut toujours demander les antécédents personnels et familiaux des cancers gynécologiques, surtout le cancer du sein, le cancer de l'endomètre, cancer colorectal, parce que là, vous avez, pour ne pas passer à côté d'un cancer de l'ovaire, là, vous avez le cancer du sein, c'est le BRCA1, le BRCA2, c'est l'association d'un cancer du sein et cancer de l'ovaire. Pour le cancer de l'endomètre et le cancer colorectal, c'est le syndrome de Lynch qui est associé d'autres cancers, à savoir les voies biliaires et également un cancer de l'ovaire. Donc, il faut toujours demander les antécédents de cancer gynécologique chez la patiente. Vous avez aussi, donc, vous allez demander la ménarchie, la gestité, la parité, le statut ménopausique, la contraception au traitement hormonal de la ménopause, l'existence de douleurs pelviennes et de troubles digestifs, vésicales, troubles du cycle. Ça, c'est à l'interrogatoire, c'est-à-dire il faut faire un interrogatoire minutieux et faire un examen aussi minutieux. L'examen physique, donc vous allez déjà à l'inspection, vous allez rechercher une augmentation du volume de l'abdomen. Et la palpation, vous allez palper, à la palpation, vous allez rechercher une masse pelvienne, une hépatomégalie. L'examen spéculum, recherche d'une tumeur cervicale. Il faut toujours examiner la patiente sur spéculum. Il faut profiter déjà pour faire un frottis cervico-vaginal, parce qu'il y a des patientes qui font pas de frottis cervico-vaginal. Elles sont pas disciplinées. Donc il y a des femmes qui n'ont jamais fait de frottis. Donc, quand elle vient, elle consulte, il faut toujours profiter, faire un examen des seins et un examen gynécologique et demander si elle a fait un frottis cervico-vaginal. Le toucher vaginal, il va rechercher une masse pelvienne latéro-utérine, une douleur, en cas de volumineuse masse aussi. Donc, on peut retrouver cette masse au niveau de cul-de-sac de Douglas, mais quand vraiment la masse elle est importante. On complète l'examen par un toucher rectal à la recherche d'une tumeur rectale, de signes de compression, voire d'envahissement rectal, nodule de carcinose péritoniale par exemple dans les cancers de l'ovaire avancés. Voilà. La palpation des aires ganglionnaires bien sûr, donc inguinale et susclaviculaire. La palpation bilatérale des seins à la recherche d'un nodule ainsi que des aires ganglionnaires axillaires. Ici donc il faut toujours compléter par un examen des seins et demander une mammographie si la patiente n'a pas fait déjà de mammographie. Voilà. Donc, l'examen paraclinique. Alors, pour l'examen paraclinique, donc l'échographie pelvienne, c'est le premier examen à demander, que ce soit par voie pelvienne ou par voie endovaginale. Alors, c'est l'examen de première ligne qui permet de préciser la taille, la localisation, la forme, l'écostructure, la vascularisation du kyste. Les signes associés comme l'existence d'une acide, d'autres masses sont également recherchés. Il faut savoir que l'échographie, c'est un examen de très bonne qualité. Elle va nous renseigner sur
tous les caractères donc, de cette formation kystique. Elle va nous donner les caractères de bénignité et les caractères de malignité. C'est-à-dire, à l'échographie, déjà, on peut avoir une orientation vers la nature de kyste, parce que comme on a dit, la classification donc, de l'OMS, vous avez les tumeurs du code de revêtement épithélial, c'est des tumeurs séreuses, donc c'est des formations anéchogènes, à parois fines, inférieures à 6 cm. Tout ça, c'est des caractères de bénignité. Et vous avez aussi donc, les tumeurs germinales qui ont leurs caractéristiques échographiques, par exemple les dermoïdes, vous pouvez avoir donc des calcifications, vous pouvez avoir donc hétérogènes, donc c'est des formations hétérogènes. Vous avez aussi donc les masses, les tumeurs du cordon sexuel, la granulosa, les arénoblastomes aussi. Voilà, donc à l'échographie, on peut être orienté vers le type donc, du kyste de l'ovaire et aussi les caractères de bénignité et les caractères de malignité. C'est pour cela qu'il ne faut pas faire une IRM. L'IRM n'est pas réalisée d'une manière systématique devant toute formation kystique de l'ovaire, sauf s'il y a suspicion de signes de malignité. Et les recommandations du collège gynécologue obstétricien en 2013, ils recommandent de faire une IRM pelvienne devant un kyste supérieur à 7 cm. Alors l'IRM, elle peut nous apporter beaucoup de renseignements. Voilà, donc là vous avez donc des images échographiques d'ovaires normaux. Voilà, donc vous avez de multiples follicules ovariens ici. Voilà, avec le stroma ovarien, ça c'est des ovaires normaux. Là, vous avez une image échographique d'un kyste fonctionnel. Vous voyez, c'est une formation anéchogène pure à parois fines. Il n'y a pas de végétation endokystique ou exokystique. C'est un kyste ovarien fonctionnel. Là, vous avez, c'est une hémorragie intrakystique. C'est l'image caractéristique d'une hémorragie intrakystique. Et là, vous avez l'aspect macroscopique en péropératoire d'une hémorragie intrakystique. Vous voyez, c'est du sang à l'intérieur du kyste. Voilà, donc les hémorragies intrakystiques, quand elles s'accompagnent pas, on va le voir dans les complications aiguës, quand elles ne s'accompagnent pas d'un état hémodynamique instable, il n'y a pas lieu de les opérer. C'est-à-dire c'est l'expectatif et ça dépend donc de l'évolution donc de la symptomatologie. Alors là, vous avez un kyste endométriosique, vous avez fait le cours sur l'endométriose, donc comme vous le savez, donc on ne peut pas passer à côté d'un kyste endométriosique. Il faut savoir aussi les kystes endométriosiques, c'est des kystes qui ne se tordent jamais, parce que l'endométriose est caractérisée par des adhérences. Donc les kystes endométriosiques, ils sont dans les fossettes para-ovariques, donc ils ne se tordent pas, ils ne se tordent pratiquement jamais. Voilà. Là, vous avez un kyste dermoïde, voilà, donc c'est caractéristique. Là, c'est un kyste mucoïde ou bien mucineux en nid d'abeille. Et les kystes mucineux, à l'échographie, ils sont caractérisés en aspect multiloculaire et on les appelle aussi aspect en nid d'abeille. Voilà. Là, vous avez donc c'est une formation kystique avec une végétation endokystique. Ça, c'est un kyste qui oriente beaucoup plus vers un kyste probablement malin, voire une tumeur borderline. Vous avez là la végétation qui prend aussi le Doppler. Donc là, quand vous avez une formation comme celle-là, donc il faut pas hésiter à demander une IRM pelvienne pour avoir plus de caractéristiques, et ça fait probablement une tumeur maligne. Il faut toujours avoir à l'esprit, ne pas passer à côté devant un kyste organique de l'ovaire aussi. Il ne faut pas passer à côté du cancer de l'ovaire, car le cancer de l'ovaire, c'est un cancer qui est de très mauvais pronostic. Et l'idéal, c'est de faire le diagnostic au stade précoce pour faire une chirurgie radicale, pour avoir un résidu tumoral qui est égal à 0, car le pronostic de survie dépend beaucoup de ce résidu tumoral. Les examens paracliniques. Alors, chez une patiente non ménopausée, on demandera des bêta-HCG, toujours éliminer une grossesse extra-utérine, c'est médico-légal, toujours éliminer une GU, voilà, en période d'activité génitale. En cas de kyste suspect, les marqueurs tumoraux demandés sont le CA125, les ACE, les CA19-9.
Et pour les tumeurs germinales, on pourra également demander l'alpha-fetoprotéine, la bêta-HCG et les ALDH. Pour le CA125, quand vous avez une femme en activité génitale et vous avez à l'échographie une formation kystique qui est anéchogène, qui a tous les caractères de bénignité, c'est pas recommandé de demander un taux de CA125. Le CA125, on le demande beaucoup plus si c'est chez une patiente ménopausée, pardon. Voilà. Bien sûr, dans les cancers de l'ovaire, ça c'est un autre chapitre, on va le voir après. Alors, le bilan d'une tumeur ovarienne bénigne repose essentiellement sur un bilan clinique précis et complet et une échographie pelvienne. D'accord? Alors, le diagnostic différentiel. Alors, devant une masse abdominopelvienne, on doit faire éliminer un utérus gravide, une grossesse extra-utérine, une ascite, une rétention aiguë d'urine, un fibrome succioro-pédiculé, une pathologie tubaire, salpingite, hydrosalpinx, une tumeur digestive, un cancer de l'ovaire à forme kystique. Toujours éliminer. Il ne faut pas passer à côté d'un cancer de l'ovaire. Les affections ovariennes non tumorales, vous avez les kystes folliculaires, vous avez les kystes lutéales, le lutéum de la grossesse, les kystes iatrogènes qui compliquent parfois les traitements inducteurs de l'ovulation. Voilà alors c'est un autre chapitre, c'est les syndromes d'hyperstimulation ovarienne, ça rentre dans le cadre d'inducteurs de l'ovulation. Parfois vous avez donc des ovaires polykystiques dus à l'induction de l'ovulation. Mais ça c'est le contexte à l'interrogatoire, vous pouvez vous orienter. Évolution et pronostic. Il faut savoir que les tumeurs bénignes de l'ovaire sont souvent latentes, mais peuvent à tout moment se compliquer de façon aiguë ou subaiguë. La complication, la plus grave, c'est la dégénérescence maligne. Alors, justifiant à elle seule le dogme d'exéra chirurgical de tout kyste organique de l'ovaire. Voilà, ça c'est pour ne pas passer à côté, comme je vous ai dit, d'un cancer de l'ovaire. Sinon, vous avez les complications aiguës. Alors, les complications aiguës, c'est un motif de consultation qui est fréquent. Vous allez faire votre stage d'internat, vous allez rencontrer des complications aiguës, surtout la torsion d'annexe. Ça, c'est ce qui réalise un tableau chirurgical. C'est une patiente qui va venir pour douleur pelvienne aiguë. Et quand vous allez faire une échographie, vous allez trouver une masse annexielle. Vous allez penser à une torsion d'annexe et il faut agir rapidement car il y a le pronostic fonctionnel de l'ovaire qui est mis en jeu, c'est-à-dire il faut opérer, il faut intervenir avant la nécrose de l'ovaire. Et alors, dans la torsion d'annexe, les kystes dermoïdes sont les plus à risque en raison de leur poids. Parce que là, il y a allongement de l'utéro-ovarien, donc qui va faire que c'est un kyste qui est lourd, donc il y a allongement de l'utéro-ovarien qui va faire que il va se tordre sur son axe. Il faut savoir aussi que les kystes de l'ovaire droit sont les plus fréquents à se tordre parce que là, c'est pas comme le côté gauche parce que le côté gauche, il est comblé par le sigmoïde. Voilà, donc le plus souvent, c'est des torsions d'annexe à droite. Voilà, donc vous avez aussi l'hémorragie, le plus souvent c'est une hémorragie intrakystique. Alors quand vous avez une hémorragie intrakystique, il faut savoir que c'est une urgence. C'est vrai que la patiente elle va venir dans le cadre de l'urgence, mais quand vous avez une stabilité hémodynamique, c'est-à-dire vous pouvez trouver un hémopéritoine, vous pouvez trouver une douleur abdominale, c'est-à-dire un tableau chirurgical, mais si vous avez une stabilité hémodynamique, donc il n'y a pas lieu d'opérer, c'est hospitaliser la patiente et la laisser en surveillance. Si instabilité hémodynamique, bien sûr, il faut opérer. Vous avez aussi donc la rupture de kyste. La rupture de kyste aussi, c'est une urgence. Aussi, donc, le traitement, on peut faire l'expectatif, c'est-à-dire ne pas opérer une rupture de kyste. Le plus souvent, c'est les kystes fonctionnels qui seront. Ça donne une douleur abdominale, c'est-à-dire un syndrome douloureux pelvien, mais le plus souvent, on n'opère pas. L'infection aiguë est rarissime, donnant un tableau de Pius-Salpinx, c'est l'infection génitale haute, qui est rare aussi. Les complications chroniques, alors les complications chroniques, c'est beaucoup plus les compressions des organes pelviens. Dans ces cas-là, c'est quand vous avez donc des masses importantes, par compression, vous allez avoir une compression vésicale, vous allez avoir une dysurie, pollakiurie, voire rétention aiguë d'urine. Compression rectale, vous allez avoir l'euténèse, constipation. Compression veineuse pouvant entraîner des œdèmes des membres inférieurs. La dilatation urétérale aussi pour les kystes inclus dans le ligament large. Alors les kystes inclus dans les ligaments larges aussi, vous pouvez avoir une urétérohydronéphrose en amont.
Quand les kystes ils sont importants, donc ça comprime l'urtère, ça donne une symptomatologie rénale. La dégénérescence maligne est incertaine et peut-être s'agit-il plutôt initialement des tumeurs malignes primitives à forme kystique. Donc vous avez concerne aussi donc les tumeurs borderline. Donc ça c'est un autre chapitre, les tumeurs borderline. La dégénérescence, il faut toujours, alors en ce qui concerne les tumeurs bénignes de l'ovaire, il faut toujours penser au cancer de l'ovaire, c'est-à-dire ne pas passer à côté d'un cancer de l'ovaire parce qu'il peut prendre l'aspect d'une formation kystique et le diagnostic histologique, le diagnostic de certitude, c'est l'histologie. C'est-à-dire quand vous avez un kyste organique qui persiste au-delà de 3 mois chez une patiente en activité génitale ou patiente ménopausée, il faut opérer et il faut avoir donc le diagnostic de certitude qui est l'histologie pour ne pas passer à côté, comme je vous ai dit, d'un cancer de l'ovaire. La prise en charge, alors, elle dépend avant tout de l'aspect de la tumeur ovarienne et de la symptomatologie. En cas de kyste anéliculaire liquidien inférieur à 10 cm, une surveillance peut être réalisée en absence de symptomatologie. Une kystéctomie peut être discutée chez une patiente symptomatique. La patiente doit être informée du risque d'altération de la réserve ovarienne liée à une kystéctomie, oui, effectivement. Donc, il faut toujours dire à la malade, il faut toujours expliquer à la malade. En cas de tumeur non suspecte symptomatique, une kystéctomie ou une annexectomie peut être réalisée sous cilioscopie selon la séquence suivante. Il faut savoir que le traitement chirurgical des tumeurs de l'ovaire, le gold standard, c'est la cilioscopie, sauf si on ne peut pas la réaliser, par exemple, dans le cadre de l'urgence des torsions d'annexe, si on ne peut pas la faire, on reçoit une patiente la nuit, donc on ne peut pas la faire, on la fait sous laparotomie car c'est le pronostic donc fonctionnel de l'ovaire qui prime. Alors quand vous opérez une masse, un kyste de l'ovaire, il faut toujours explorer une exploration complète de la cavité abdominopelvienne, les couples diaphragmatiques, gouttière pariétocolique, mésentère, péritoine, du Douglas, cytologie péritoniale, kystéctomie ou annexectomie, ça dépend de votre geste. Par exemple, une patiente ménopausée, faites-lui une annexectomie. Une patiente jeune, on fait une kystéctomie. L'extraction doit être protégée, c'est-à-dire dans un endobag. Envoi de la pièce en anatomopatologie, pas d'examen extemporané en absence de signes suspects, bien sûr. On ne fait pas d'extemporané si on ne suspecte pas un processus malin. Voilà, donc ça c'est l'aspect cilioscopique du pelvis. Voilà, vous avez une formation kystique ici. Là, vous avez l'utérus. Là, vous avez l'annexe, la trompe, l'ovaire. Vous avez une belle exposition en cilioscopie. Là, vous avez un kyste de l'ovaire. Là, vous avez le digestif. Ça, c'est une petite acide dans le Douglas. Voilà. Alors, en cas de tumeur suspecte, une IRM pelvienne et des marqueurs tumoraux permettront d'affirmer le diagnostic et de guider la prise en charge, bien sûr. Une cilioscopie pourrait également compléter le bilan. Alors, la cilioscopie exploratrice, on l'a fait beaucoup plus dans les cancers de l'ovaire. C'est pour voir, c'est pour explorer si la patiente est résicable ou pas. Ça, vous allez le voir dans le cancer de l'ovaire. Voilà. Traitement des complications. Alors, en cas de complications aiguës, le tableau clinique doit le plus souvent conduire à la chirurgie d'urgence, comme je vous ai expliqué. La cilioscopie a pris une grande place dans ce type de lésion. Il est maintenant possible de réaliser le traitement par cilioscopie seule, la conversion en laparo étant toujours possible en fonction des constatations per cilioscopiques, bien sûr. Voilà. Complications opératoires, en péropératoire, la blessure de l'urtère. Normalement, on ne doit plus avoir ce genre de complications. Il faut toujours le repérer l'urtère. En post-opératoire, codure de l'urtère provoquant une douleur du colique néphrétique. Hémorragie par l'achat du moignon lombo-ovarien. Il faut toujours assurer, quand on fait une annexectomie, c'est la ligature du lombo-ovarien. Il faut toujours assurer une bonne hémostase. Occlusion post-opératoire, on peut voir une occlusion post-opératoire, c'est décrit, les occlusions post-opératoires. Voilà. Alors, en conclusion, donc, la découverte d'une tumeur ovarienne peut correspondre à plusieurs situations complètement différentes sur le plan de la prise en charge et du pronostic. L'échographie et l'examen de première ligne, il doit être précisé. Il doit préciser s'il s'agit d'une tumeur probablement bénigne ou il existe des signes suspects de malignité. Une IRM pourrait alors compléter le bilan et préciser les caractéristiques morphologiques. La cilioscopie gold standard pour la prise en charge chirurgicale des tumeurs
bénigne de l'ovaire. Voilà, je vous remercie.